Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence en ligne dédiée au temps de travail en élevage porcin. Je suis Marie-Laurence Granet et suis responsable des équipes porc et aviculture à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je serai aussi l'animatrice de cette conférence en ligne cet après-midi. Cette conférence est organisée par l'équipe porc des chambres d'agriculture avec le soutien financier du programme régional de développement agricole et rural de Bretagne. Elle s'inscrit dans le cadre du SPACE 2021 et aujourd'hui ce sont 3 conférences qui vous ont été proposées par les chambres d'agriculture de Bretagne. Après ce matin une présentation des résultats issus du réseau de fermes défis grande culture, polyculture élevage pour réduire les phytos. Nous allons donc avoir une présentation sur le temps de travail et à partir de 14h45, l'équipe porc abordera un autre sujet, celui de la méthanisation passive pour produire de l'énergie tout en réduisant les émissions d'ammoniac grâce à la couverture de fosses. Alors, en ce qui concerne la conférence qui démarre, nous allons donc parler du temps de travail d'abord dans les élevages conventionnels, puis dans les élevages biologiques. Après une séance de questions, nous vous présenterons des solutions pour gagner du temps et nous conclurons ce webinaire à l'issue d'une seconde séance de questions. Nous devrions terminer vers 14h15. Maintenant est venu le temps de vous présenter nos 2 conférencières qui sont donc Caroline Depoudan et Claire Welbeck, toutes les 2 chargées d'études à la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne dans l'équipe porc. Caroline est une spécialiste du travail en élevage porcin. Claire, elle, étudie tous les sujets liés aux bâtiments et aux équipements d'élevage, en élevage conventionnel ou alternatif. Alors je vais commencer par donner la parole à Caroline qui va nous parler du temps de travail en élevage conventionnel. C'est à toi Caroline. Merci, donc bonjour à tous. Alors, donc je vais vous présenter les nouvelles références de temps de travail que nous avons établies cette année. Alors, pourquoi établir régulièrement des références de temps de travail en élevage porcin? Tout d'abord pour répondre aux questions des éleveurs, des éleveuses, avec des questions pour se situer, des gens qui nous disent finalement je passe tant d'heures par semaine dans mon élevage pour produire tant de cochons, est-ce que je suis efficace? Et si je le suis moyennement, comment est-ce que je peux progresser? Et puis des questions dans le cadre des installations ou des agrandissements. J'agrandis mon élevage de tant de truies naisseurs-engraisseurs, du coup je dois embaucher, mais pour quel volume horaire? Donc voilà, donc pour répondre à ces questions, nous réalisons régulièrement des enquêtes de temps de travail. Donc cet été, une enquête a été réalisée auprès de 19 élevages bretons. Donc 19 élevages conventionnels, donc Claire présentera une enquête sur le temps de travail dans les élevages bio tout à l'heure. Donc tous naisseurs-engraisseurs, quasiment à 100% d'engraissement, on est à 97%. Une taille moyenne de 254 truies, avec un échantillon où le minimum est autour de 100 truies et le maximum 550. Et donc comment mesure-t-on le temps de travail dans les élevages? Avec une enquête en plusieurs phases, une première partie de questionnaire pour avoir des informations sur l'élevage, donc combien d'animaux, quelles sont les pratiques, quels sont les équipements, sur le collectif de travail, qui travaille sur l'exploitation, etc. Et puis la phase la plus conséquente de l'enquête, le recueil des temps via des semainiers, c'est-à-dire voir finalement depuis le lundi matin 7h jusqu'à la fin de la semaine, sur toute l'amplitude entre 2 bandes, qu'est-ce qui se passe et que fait chacun. Donc par exemple, si on voit le semainier tout en haut, quelqu'un qui commence à 7h30, qui commence par l'alimentation de son engraissement pendant 1 heure, puis l'alimentation des truies, puis ensuite etc., etc. Et donc pour tout détailler, pour avoir bien le temps tel que ça se passe dans l'exploitation. Donc suite à cette enquête auprès de 19 élevages bretons, donc pour les références 2021, diapo suivante, nous obtenons un temps de travail moyen de 19 heures par truie et par an. Donc un taux total à 19h36 qui se répartit donc entre une majorité du temps qui est consacré à l'élevage, 16h42, et 3 heures sur d'autres tâches. Donc la gestion, l'entretien, les réunions, etc. Si on regarde le temps d'élevage, la majorité du temps est consacré au naissage, 9h49 en moyenne, et le temps de sevrage-vente, 6h43. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, on a des chiffres, donc une décomposition, en gros, une moitié naissage, 1/3 sevrage-vente et 1/6 pour les autres tâches, mais il y a une énorme variabilité. C'est-à-dire, comme dans les enquêtes précédentes, on a des résultats qui vont globalement du simple au triple, avec un temps de travail par truie et par an qui varie en gros de 12 à 35 heures. Alors, comment explique-t-on ces écarts? Donc, diapositive suivante. Alors,
Pardon. Donc la décomposition du temps, donc sinon on retrouve les mêmes structures que dans les enquêtes précédentes, c'est-à-dire pour le temps qui se passe dans l'élevage, on voit que globalement les activités quotidiennes représentent un peu plus de la moitié du temps, donc ce qui est en gris, activité quotidienne naissage, activité quotidienne sevrage-vente. Ensuite, un gros pool de travail autour de la mise bas et des soins. La reproduction, un gros pool aussi autour du lavage, et puis ensuite les transferts, les vaccinations, l'identification. Et bien sûr les autres tâches qui ne sont pas sur ce graphique. Voilà. Alors comment expliquer les écarts? Donc le facteur explicatif qui vient le plus souvent à l'esprit, c'est évidemment la taille. C'est-à-dire on se dit, bah voilà, plus l'élevage est gros, plus on fait d'économies d'échelle et donc plus on est performant. Donc sur le graphique, vous avez la représentation donc, du temps de travail en heures par truie et par an en fonction de la taille du cheptel. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les élevages les plus grands ont des temps de travaux qui sont plutôt dans le tiers inférieur, en tout cas qui sont plus faibles. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que globalement, on peut avoir un élevage de petite taille et avoir un temps de travail par truie et par an qui soit faible. Donc voilà, il y a simplement une diversité beaucoup plus importante sur les élevages petits et moyens de l'échantillon, c'est-à-dire en gros entre 100 et 300 truies. Si on regarde les autres facteurs, donc on a un certain nombre de facteurs qui sont identifiés dans toutes les études temps de travail, diapo suivante. Donc nous les avons testés sur notre échantillon. Donc la taille, on l'a vu, voilà, des élevages plus efficaces qui sont un peu plus gros, mais le temps de travail peut être bas quelle que soit la taille. L'automatisation, alors on voyait un effet important dans les études précédentes. Là, on voit que globalement le niveau d'automatisation s'est homogénéisé entre les élevages. C'est-à-dire qu'on a plus d'élevage, où on a très peu où on a encore beaucoup de distribution manuelle. Donc du coup, là, on voit un effet assez peu visible. On se dit qu'à l'avenir, ce sera sans doute la robotisation du lavage qui aura un impact sur le temps. On voit un effet des objectifs professionnels, c'est-à-dire que globalement, les élevages les plus efficaces sont plutôt ceux où l'éleveur dit qu'il est à la recherche de performances économiques ou techniques, plutôt que de qualité de vie, de temps passé avec les animaux. Est-ce que les projets en cours influent là-dessus? Oui, clairement, avec notamment certains élevages où on a un temps consacré à l'autoconstruction qui est important. Et puis, on a aussi creusé d'autres choses par rapport à l'organisation du collectif de travail, et on voit des organisations très très différentes sur le travail en binôme, avec certaines exploitations où il y a beaucoup de travail, beaucoup de tâches qui sont faites à 2 ou à 3, en tout cas où on travaille ensemble pour réaliser ces tâches, pour être plus motivé, pour que ce soit moins pénible, et d'autres élevages où c'est très peu le cas. Et donc, on voit un effet aussi du pourcentage de temps passé à travailler en binôme. Voilà, donc je vais laisser la parole à Claire pour le temps de travail en bio. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, en 2019-2021, on a également enquêté des éleveurs, mais toutefois en production biologique. Donc cette étude, donc similaire à elle est intervenue dans un contexte où la production de porcine biologique se développe principalement en bâtiment, donc notamment sur la partie naissage. Et en parallèle, on avait des références sur le temps de travail en bio, mais elles datent de 2006. Donc voilà, en 2006, on a trouvé une moyenne de 42 heures par truie par an. Donc voilà, il était intéressant de faire le point sur ces données. Donc par rapport à l'échantillon, donc il y a eu 20 élevages d'enquêtés. Donc ces 20 élevages, ils sont une vraie représentation de la diversité des élevages bretons biologiques qu'on peut retrouver sur le terrain. Seulement, on a trouvé une taille de cheptel moyenne supérieure à celle des élevages bio français. Donc nous, on avait une taille moyenne de 56 truies et la moyenne nationale est à 25. Donc au niveau de l'échantillon, je vais vous le présenter un peu plus en détail. Donc on a parlé de la diversité des tailles d'élevage. On a également inclus donc, toutes les catégories d'élevage, donc des naissages en plein air, des naissages en bâtiment, des naisseurs et des naisseurs engraisseurs. Donc voilà, en général, ce qui est commun en bio, on avait globalement peu d'automatisation.
donc par exemple, les naissages en bâtiment, on avait donc une moyenne de 67 truies présentes, donc encore une fois avec une grande variabilité dans l'échantillon, hein, donc allant de 30 à 120 truies, et une moyenne de 37 truies en plein air. Donc je vais maintenant passer aux résultats. Donc tout système confondu, donc plein air bâtiment, on obtient une moyenne de 44 heures par truie par an. Donc dans l'échantillon, il y a des écarts importants, donc selon la taille d'élevage, ça c'est le facteur qui vient intervenir. Donc pour tous les élevages qui avaient moins de 40 truies, donc on obtient une moyenne de 61 heures par truie par an. Et à l'inverse, dès qu'on passait le cap des 40 truies, donc on avait une moyenne de 2 fois moins, donc de 26 heures par truie par an. Si on va un peu plus en détail dans ces élevages-là, donc si on se focalise sur le naissage en plein air, donc naissage engraisseur, souvent la partie engraissement était en bâtiment, donc on obtient une moyenne de 37 heures par semaine pour 37 truies présentes. À l'année, donc on obtient une moyenne de 63 heures par truie. Si on se penche un peu sur le tableau, en bas de l'image, voilà, la variabilité de l'échantillon saute aux yeux. Donc on allait de 70 truies à 18 truies seulement. Donc c'était la complexité de notre enquête. Si on s'intéresse au naissage bâtiment, on obtient une moyenne de 38 heures par semaine, donc pour 67 truies présentes. Et à ramener à l'année, donc on avait une moyenne de 33 heures par truie par an. Donc l'échantillon en bâtiment est un peu plus restreint en termes de variabilité, hein, avec notamment une taille de truie de 67 truies présentes. Si on essaie de garder ça en tête, on va s'intéresser maintenant à qu'est-ce qui se prend le plus de temps en termes d'activité quotidienne. Sans surprise, c'est l'alimentation par rapport au manque d'automatisation dans les élevages bio. Donc c'est environ 50% du temps à passer. Donc, après, le deuxième poste qui intervient, donc, ça va être le paillage, le curage, le nettoyage. Et, donc c'est vraiment ces deux points-là où on se dit qu'on a une marge de manœuvre pour progresser et gagner en efficacité en termes de temps de travail. Sans surprise également, ce sont ces deux tâches-là, notamment le paillage, le curage, qui est ressorti dans l'enquête comme un facteur vraiment de pénibilité, ce qui renforce les besoins d'amélioration à la fois des conditions de travail et d'efficacité. Et l'alimentation est également ressortie dans la pénibilité. En conclusion, pour la partie biologique, de l'enquête biologique, donc on retient la variabilité importante du temps de travail entre élevages. Si on compare nos résultats avec l'enquête de 2006, on obtient une relative stabilité entre nos valeurs moyennes de temps de travail par truie par an, donc avec 44 heures aujourd'hui en 2021 et 42 heures par truie par an en 2006. Toutefois, il faut garder en tête que dans l'échantillon, on avait une taille d'élevage beaucoup plus élevée en 2021 qu'en 2006. Si on prend en compte la comparaison bâtiment plein air, on remarque que voilà, c'est un temps de travail hebdomadaire équivalent entre les deux systèmes, mais avec une taille de cheptel 2 fois plus importante en bâtiment. Voilà, je vous remercie. On passe aux questions. Merci Claire et Caroline pour cette présentation. Alors effectivement, nous allons prendre un temps pour répondre à vos questions. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir, poser vos questions au numéro qui s'affiche à l'écran. Et je vais donc passer la parole à Aude Rouet qui gère vos questions. C'est à toi. Oui, bonjour. Alors, nous avons quelques questions. La première en conventionnel. Donc, Caroline, combien de truies une personne peut-elle gérer en élevage naisseur-engraisseur ? Alors c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas une référence, mais des références. C'était déjà la même chose dans l'enquête de 2014. C'est-à-dire, si on a un élevage qui est petit, peu automatisé, avec des bâtiments sur plusieurs sites,
et pas forcément beaucoup d'équipements, il ne faut pas s'attendre à avoir un effectif gérable par une personne qui soit très élevé. Donc ça pourrait être, c'est clairement en dessous de 100 truies naisseurs-engraisseurs pour une personne. À l'inverse, si on a un élevage qui est moyen ou grand, bien organisé, bien automatisé, des bâtiments assez cohérents, là on peut monter plus haut avec on va dire entre 120 180 truies naisseurs-engraisseurs pour une personne, donc en comptant que la personne fait tout, c'est-à-dire à la fois l'élevage, les tâches administratives, l'entretien. Donc du coup, si c'est par exemple un salarié qui ne fait que l'élevage, donc voilà, on peut dire dans les 150. D'accord, merci. Donc j'ai une seconde question pour toi du coup. D'accord. En 2014, le temps de travail par truie et par an était plus bas qu'aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? Alors en 2014, on était à 18 heures par truie et par an, et donc là en gros on est à 19h30. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pensait au début de l'étude, ça a un petit peu remonté. Alors, on a vraisemblablement un petit biais d'échantillonnage, c'est-à-dire on a un effectif qui est un peu plus petit et pas d'élevage de très très grande taille, autour de 700, 800, 900 truies. Voilà, il faut savoir que, vu le temps que ça prend de compléter les semainiers, c'est difficile de motiver des très grosses exploitations pour participer. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'on a certains élevages qui étaient dans les deux enquêtes et effectivement, on a une stagnation, c'est-à-dire peut-être aussi qu'on est dans une phase de stabilité dans les élevages, où globalement il n'y a pas eu d'évolution majeure des bâtiments de l'organisation sur cette période. Et donc on reste sur des références assez similaires. Merci Caroline. Claire, j'ai une question également pour toi. Avec la mise aux normes des bâtiments bio, notamment la découverture des courettes, à quels impacts peut-on s'attendre sur le temps de travail ? Oui, effectivement, la nouvelle réglementation qui s'appliquera au 1er janvier 2022 impose des courettes extérieures à tous les stades. Donc ça concerne principalement la maternité et les post-sevrages sur le terrain, puisque les courettes aux autres stades physiologiques étaient déjà dans les tuyaux et obligatoires sur l'engraissement, par exemple. Et donc... la découverture des courettes, on peut s'attendre à des opérations de paillage et de curage beaucoup plus fréquentes, ce qui va automatiquement impacter le temps de travail. Après, de là à pouvoir le chiffrer, voilà, je ne m'avancerai pas, mais c'est sûr que ça va dégrader les conditions de travail des éleveurs et donc augmenter au niveau du paillage et du curage le temps. Merci Claire. J'ai une seconde question pour toi du coup. Est-ce que vous avez pu établir un lien entre le temps de travail et les performances économiques en élevage biologique ? Non, on avait espéré pouvoir le faire, mais non, on n'a pas pu le faire dans cette enquête parce que voilà, les relevés des performances en élevage biologique, on n'avait pas assez de données, voilà, dans les élevages. Et peut-être si je peux réagir, pour compléter par rapport à la question, c'est quelque chose qu'on a aussi regardé dans les enquêtes précédentes et dans celles qu'on vient de faire aussi. Et c'est très difficile de faire un lien entre le temps et les performances, parce qu'on peut, dans un élevage, investir beaucoup de temps pour justement sevrer beaucoup de porcelets et avoir des performances élevées. Et parfois, un temps de travail élevé peut aussi s'expliquer par un bâtiment compliqué, par un sanitaire compliqué. Et donc, voilà, donc il n'y a pas forcément de corrélation. Il faut se dire que le temps de travail, c'est vraiment multifactoriel. Une dernière question. Est-ce que vous auriez des données sur le temps de travail en FAF ? Plutôt clair. Plutôt clair, peut-être. Oui. On a également essayé d'estimer le temps passé par tonne d'aliments fabriqués dans l'enquête en 2021. Malheureusement, on a rencontré une telle diversité de configurations. Il y avait des éleveurs qui, sur l'échantillon, ils venaient juste de démarrer l'activité FAF. Là, il y avait des parties des phases de fabrication qui n'étaient pas encore installées. Et donc, du coup, non, c'était pas assez représentatif. Donc, on ne l'a pas calculé,
cette fois-ci. Par contre, en 2006, on avait obtenu des valeurs. Pour mémoire, c'était, il me semble, 70 minutes par tonne d'aliments fabriqués. Voilà. Après, en fonction des volumes totaux fabriqués, voilà, on peut gagner du temps en fonction du dimensionnement des machines, hein, mais ça va être aussi encore variable selon les tailles d'élevage. Voilà. D'accord, merci à vous. J'ai plus de réaction pour le moment, donc je pense qu'on peut passer à la suite. Très bien, merci Aude. Alors effectivement, Caroline et Claire vont à nouveau prendre la parole pour vous parler maintenant de solutions pour gagner du temps. N'hésitez pas vraiment à réagir, à envoyer vos questions. On est très bien dans le timing, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le numéro s'affiche à l'écran. On prendra le temps d'y répondre juste après la nouvelle présentation. Donc Caroline et Claire, on vous écoute. Oui. Alors, donc voilà, donc on le disait, le temps de travail c'est très variable. Gagner du temps, c'est intéressant, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut gagner du temps en fait. C'est pas une fin en soi. Est-ce qu'on veut gagner du temps finalement pour pouvoir en consacrer davantage à des tâches qui sont à forte valeur ajoutée, par exemple le tri des charcutiers? Est-ce qu'on veut gagner du temps pour pouvoir le consacrer à des tâches qu'on trouve plus agréables, par exemple la domestication des animaux? Est-ce qu'on veut gagner du temps pour réduire son coût de production parce que ça réduit par exemple le volume d'embauche nécessaire, parce qu'on veut rentrer plus tôt chez soi, être moins fatigué? Parce que si on sait pourquoi on veut gagner du temps, ça aidera à la fois à trouver la motivation et à trouver les bons outils. Diapo suivante. Alors voilà, donc avec Claire, on voulait vous parler de 3 facteurs principaux pour trouver des solutions pour gagner du temps. Donc à la fois au niveau de l'élevage et vraiment de la conception de l'élevage, de la conception des bâtiments, au niveau du matériel et des équipements, et puis au niveau de tout ce qui est humain et organisation. Donc diapo suivante. Voilà. Alors, vas-y Claire, pardon. Oui, merci. Donc je vais vous parler de l'élevage et sa conception. Donc un des facteurs pour optimiser le temps de travail, c'est d'avoir un outil bien conçu qui facilite les conditions de travail. Donc plus facile à dire qu'à faire quand on construit pas à neuf ou quand on essaye de gérer une rénovation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc on réfléchit au déplacement optimisé. On essaye au maximum de réduire les distances. On pense au passage d'aube, par exemple, dans les cases de gestantes en groupe. Voilà, si quelques minutes économisées par jour, et à la fin, ça peut faire une différence. Donc les passages d'hommes notamment. Ensuite, il y a le volet mécanisation, automatisation. Donc en conventionnel, c'est quelque chose de très bien intégré et aussi permis plus facilement sans doute. En bio, oui, voilà, c'est un critère je pense notamment à l'automatisation de l'alimentation. C'est un critère à bien considérer au cours de l'installation et à maximiser, quoi. Après, bon, c'est aussi ça représente aussi des investissements, mais en général, une vis, une trémie pour distribuer à sec, ça peut rester un investissement raisonnable. Ensuite, il y a les choix techniques qui peuvent intervenir, donc qui ont aussi eux-mêmes un impact sur la conception de l'élevage et sur la cohérence des bâtiments. C'est donc le choix de la conduite en bande. Voilà. C'est quelque chose qui se réfléchit dans l'organisation du travail. C'est aussi, j'en conviens, assez compliqué de la faire évoluer en fonction des élevages. Mais voilà, c'est vraiment un facteur d'influence sur le temps de travail. Après, si on fait un focus sur les équipements, aujourd'hui, voilà, il existe des trucs et astuces. Par exemple, enfin c'est même plus, mais une fosse de vaccination en PS, oui, c'est un investissement, oui, mais en termes de confort et de temps de travail, ça peut parfois faire la différence, surtout en fonction des tailles de bande. Après, voilà, pour des façons de faciliter les transports à la photo, sur la photo du milieu, voilà, c'est un éleveur qui avait construit une cage de transfert sur peson pour réaliser les phases de sevrage.
Et aujourd'hui, on a aussi l'arrivée des nouvelles technologies qui peuvent aussi être un levier pour améliorer ou tout du moins réduire le temps de travail. Donc voilà, là, cette photo-là, elle vient d'un éleveur du 22. C'est un éleveur multiplicateur et il a installé une caméra dans sa maternité de 40 places, donc au plafond, au milieu du couloir central. Et cette caméra, elle lui permettait d'éviter bon nombre de douches à chaque fois qu'il voulait aller jeter un œil pour suivre ses mises bas. Bon, là, c'était le cas d'un multiplicateur, mais je pense que voilà, cette question-là, elle vaut d'être posée. Si on s'intéresse un petit peu plus au bio, on a parlé tout à l'heure de la découverture des courettes. L'intérêt des racleurs en courette pour éviter pour assurer un paillage propre, et ça peut, voilà, je pense qu'on peut la considérer dans les investissements et y réfléchir en fonction de l'organisation du temps de travail et des possibilités de l'élevage. Après, il y a tout ce qui est paillage automatique, un peu plus classique. Voilà, dans l'échantillon enquêté, il n'y avait que 2 éleveurs sur 20 qui avaient vraiment une pailleuse automatique, donc sans tracteur. Les avis étaient partagés entre les 2 éleveurs. Il n'y avait pas forcément de gain de temps soulevé, mais voilà, il y en avait un des 2 éleveurs qui regrettait pas son choix. Donc également à réfléchir. Après, il y a pour tout ce qui est naissage en plein air, voilà, éviter d'aller tous les jours nourrir les truies au tracteur. Voilà, penser à des aménagements de type, voilà, en bas à droite, on a un nourrisseur avec un stockage assez important qui lui permettait de tenir une semaine. Donc voilà. Caroline, est-ce que tu peux nous parler d'autres petites trucs? Oui, alors du coup, on passe à des niveaux d'investissement qui sont plus faibles que ce qu'on vient de voir. Il faut se dire que voilà, il y a beaucoup de petites choses qui peuvent quand même rendre le travail beaucoup plus confortable, beaucoup plus fluide et permettre de gagner du temps. Donc avoir du matériel léger qui soit facile à manipuler, par exemple au niveau des panneaux, prévoir toujours d'avoir des panneaux légers, avoir des systèmes qui permettent de bien fixer tous les panneaux lorsqu'on déplace des animaux. Ça évite de stresser en se disant et s'ils tapent dedans, est-ce que tout va tomber, est-ce qu'ils vont partir dans un autre couloir. Donc voilà, avoir des systèmes de fixation, des barrières mobiles qui se clipsent, qui se fixent, etc. Voilà, avoir des astuces pour que tout soit bien rangé, bien à sa place. En fait, si chaque chose a une place bien déterminée et qu'elle est toujours au même endroit, on perd pas de temps à trouver un autre endroit ou à trouver où est-ce qu'on a bien pu la mettre. Donc des chariots de rangement avec un large espace de stockage, des endroits aussi où on peut ranger son matériel, par exemple des chariots de rangement des lampes, etc. Et puis, si l'élevage est de grande taille, finalement, peut-être prévoir certains équipements en double pour éviter justement de parcourir tout le bâtiment pour aller chercher quelque chose, puis revenir, l'utiliser, puis le ramener, puis revenir à son poste. Donc voilà, dans certains élevages, par exemple, il y a plusieurs boîtes à outils pour éviter justement de courir après la boîte à outils ou certains outils dans tout le bâtiment. Donc la diapo suivante aussi, on voulait parler... Vas-y, voilà. De partage d'informations, d'organisation du travail. Donc souvent on est très au clair sur quelle tâche est faite quand, etc. C'est pas toujours aussi simple pour les personnes qui viennent de manière ponctuelle sur l'élevage, par exemple un stagiaire, un remplaçant, etc. Donc avoir une trame où il y a toutes les tâches qui sont listées jour par jour, voire demi-journée par demi-journée, ça permet à ces personnes de se repérer et de gagner du temps. Il peut y avoir aussi de la transmission d'infos, par exemple sur les portes des salles. Au concours Trucs et Astuces, on avait un éleveur qui avait gagné un prix en mettant des tableaux noirs sur toutes ces portes, ce qui permettait de faciliter le transfert d'informations à ses associés. Des grilles pour planifier les tâches, comme ce qui est en bas à droite, avec finalement la planification de la semaine. Et puis, donc là, c'était pour des personnes qui étaient en port, plus un autre atelier à côté. Et donc, quand est-ce qu'on travaille ensemble, quand est-ce qu'on travaille séparés, ou alors des outils comme par exemple un groupe WhatsApp pour se partager des informations sur
tel ou tel truc est en panne, il faudra le commander, pour dire bah voilà j'ai pris tel ou tel matériel donc ne le cherchez pas, il est avec moi, ou alors pour dire tiens c'est l'heure de la pause café, allez on se retrouve. Donc voilà, vraiment partager l'information pour que bah, on perde pas de temps à chercher des choses, ni du matériel ni de l'info. Diapo suivante. Voilà, donc en conclusion, on vous a présenté des références de temps de travail. Alors vous avez pu voir que quelle que soit la production, quelle que soit la taille, c'est très très varié. Donc il faut vraiment replacer les références dans le contexte de l'exploitation, c'est-à-dire en fonction de sa taille, de son degré d'automatisation, du type de bâtiment par exemple en bio. Voilà, que la recherche d'avoir un temps de travail faible par truie et par an, c'est bien, mais c'est pas forcément une priorité pour tout le monde. Ça se raisonne aussi en fonction d'aspects économiques, en fonction de sa taille. On peut par exemple avoir un élevage un peu ancien, amorti, être en fin de carrière et avoir envie de travailler à un rythme assez serein, assez tranquille, et économiquement on peut s'y retrouver. Et à l'inverse, on peut aussi avoir besoin d'avoir un élevage qui soit vraiment optimisé au niveau du temps pour économiquement s'y retrouver. Et puis bah il faut se dire que voilà, quelle que soit sa situation, il y a des facteurs de progrès, donc voilà, ça peut être de la mécanisation, de l'automatisation, des petits équipements au niveau du bâtiment, et puis beaucoup de choses au niveau de l'organisation, au sein de l'équipe, le partage d'informations, le fonctionnement ensemble. Donc voilà, globalement, il y a des solutions pour à peu près tout le monde. Merci Claire et Caroline pour ces exemples de solutions. On le voit, hein, parfois il s'agit de solutions un peu lourdes qui doivent être réfléchies au moment d'un projet d'installation, projet bâtiment. Parfois, tu l'as dit, hein, Caroline, ce sont des choses très simples auxquelles il suffit juste de penser, suffit juste entre guillemets. Donc maintenant, nous allons prendre un temps de nouveau hein, pour répondre à vos questions. Donc Aude, est-ce que nous avons de nouvelles questions ? Oui, Marie-Laurence, la première serait pour Claire. Quel gain de temps peut-on espérer avec un robot de lavage ? Quel gain de temps ? Les robots de lavage, on va déjà parler de leur efficacité. Ils ont selon la configuration de la salle, on peut parler d'une efficacité de 60 à parfois 85-90% sans doute. Donc après le gain de temps, moi honnêtement j'ai pas de chiffre en tête, mais si on se base sur l'efficacité et le nombre de salles qui peut accueillir un robot dans un élevage, oui, enfin c'est sûr qu'on gagne de manière assez conséquente du temps de travail. Après je pourrais pas le chiffrer honnêtement. Merci Claire. Nous avons une seconde question concernant les systèmes de caméras de surveillance dont tu as parlé tout à l'heure. Combien coûte ce dispositif ? Si ma mémoire est bonne, c'était donc un éleveur en 2019. Il me semble qu'il avait investi 10 000 € dans cette caméra. Alors ça paraît énorme, je suis d'accord. Après, il avait besoin d'installer un routeur Wi-Fi, une antenne d'amplification dans son élevage. Il était un peu dans une cuvette. Mais oui, moi j'ai 10 000 € en tête. Après, il y a des systèmes plus simples, des caméras moins sophistiquées, parce que la sienne, elle était rotative, il y avait une vision nocturne. Mais voilà, je pense qu'on peut trouver des systèmes beaucoup moins onéreux. Hein. Voilà. Merci Claire. Votre réunion va prendre fin dans 10 minutes. Donc, nous avons une autre petite question d'un éleveur naisseur-engraisseur qui possède 42 truies en bio et qui souhaiterait investir dans une pailleuse. Alors, est-ce que tu connaîtrais un petit peu les montants et quels conseils tu pourrais lui prodiguer? Voilà. C'est toujours délicat de donner des coûts de matériel. Après, encore une fois, les pailleuses, il y a plein de modèles. Il y a des pailleuses combinées, des pailleuses simples ou des pailleuses autotractées. Donc, je pense que ça peut aller de 5 000 à 50 000 €, voire plus. Hein. Donc, il faut vraiment faire le point sur ses besoins, les fréquences d'utilisation et viser au juste les investissements.
voilà, si l'éleveur a besoin d'un système 100% automatisé, ou alors voilà, une aide via un tracteur. Voilà, faut bien cibler ses investissements. Mais voilà, je donnerais une grande fourchette, 5 à 50 000, voire plus, je pense, sur certains systèmes. Merci Claire. Mais je crois que nous n'avons plus de questions. Marie-Laurence? Merci Aude. Du coup, moi, je vais me permettre une question complémentaire. Je reviens sur la caméra de surveillance qui a été évoquée tout à l'heure. Une question a été posée sur le coût. Moi, je me posais la question de la robustesse de cet équipement dans nos conditions d'élevage par rapport au lavage, à la poussière, etc. C'est sûr qu'on craint toujours un peu les nouvelles technologies dans les bâtiments. Je pense que la question, pour le coup, du coût... Voilà, moi je me dis une caméra à 400 € dans un environnement très corrosif. Voilà, faut se méfier quand même voilà, effectivement de la robustesse. Après, il y a des normes qui existent sur la résistance à la corrosion ou à l'étanchéité. Voilà, je pense que c'est aussi un critère à prendre en compte. Mais les équipementiers vous diront que oui, c'est fait pour. Après, on sait toujours que voilà, il faut veiller et à l'entretien et à ce critère de durabilité, quoi, en fonction des investissements, bien sûr. Ok. Bon, on pourrait reprendre le vieil adage, on en a toujours pour son argent. Oui, moi, après, c'est mon avis personnel, mais oui. D'accord. Voilà. Ok. Merci Claire. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons bientôt clore cette séance. Nous arrivons au terme de la présentation. Vous pouvez retrouver tous ces résultats dans des synthèses qui sont disponibles en ligne gratuitement, comme toutes nos synthèses d'ailleurs. Donc, en l'occurrence, les 2 synthèses rédigées par nos intervenantes sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à les télécharger pour avoir plus d'informations ou à contacter Caroline et Claire si vous souhaitez en discuter. Également, si vous souhaitez échanger avec elles sur plus de trucs et astuces que ce qui a été présenté aujourd'hui, parce que de nombreux trucs et astuces ont été recensés dans un guide dédié à cette question, avec des choses parfois très très simples vraiment à mettre en œuvre dans les élevages et qui peuvent vraiment faciliter le travail. Et puis, sachez aussi que nous proposons des formations sur ces questions d'efficacité et de confort de travail. Vous pouvez retrouver cette formation dans notre catalogue papier ou sur notre site internet, comme toute une gamme de formations qui sont proposées par la Chambre d'agriculture en production porcine, mais sur de nombreuses autres thématiques. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de prendre la parole pour vous inviter à noter dans vos agendas les dates des portes ouvertes de la station expérimentale de Crécom qui auront lieu les 9 et 10 décembre prochains après-midi. Donc bloquez déjà la date dans vos agendas. Ça sera l'occasion pour vous de rencontrer, et bien sûr nos 2 intervenants d'aujourd'hui, mais aussi tous les experts de l'équipe port de la Chambre d'agriculture et de discuter avec eux. À vous remercier tous pour votre participation à ce webinaire en ligne. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Peut-être à tout à l'heure pour le webinaire sur la méthanisation passive. Bonne journée.